Besoin de faire votre entretien de véhicule à un prix qui défie toute concurrence? Rendez-vous au dépanneur chez Mario de Sainte-Thérèse de Gaspé. Notre mécanicien d'expérience saura répondre à tous vos besoins. Pour un service courtois lors de votre plein d'essence, dépanneur chez Mario, c'est l'endroit par excellence. Que ce soit pour l'épicerie, la bière, le vin ou le lavage de votre auto, au dépanneur chez Mario, on prend soin de vous. La Ville de Grande-Rivière vous présente Mon milieu, mes services. L'observation des étoiles est une belle expérience. Certaines choses sont à prendre en compte si on veut que ce soit un beau moment. Le Club des astronomes amateurs de la Gaspésie nous présente les bases de l'observation dans cette première partie d'émission. Alors, je suis en compagnie de Denis Gingras, président du Club des astronomes amateurs de la Gaspésie. Bonjour. Bonjour, M. Laperrière. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'équipement qu'on a besoin si on s'intéresse un peu plus à l'astronomie, à l'observation. Donc, je vous laisse commencer là-dessus. On a quand même... vous nous avez amené de l'équipement ici. Hein? Oui. Disons que pour les personnes qui débutent dans le domaine de l'astronomie amateur, il faut commencer par les bases. Et les bases, c'est d'abord de pouvoir commencer à se repérer dans le ciel et à faire de l'observation à l'œil nu. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir à l'œil nu? Hein? Donc, on peut dire d'abord, il y a peut-être les aurores boréales, il y a la Lune, les différentes phases de la Lune. On peut même aussi voir certaines étoiles brillantes qui, en fait, sont des planètes, comme par exemple, ça peut être Jupiter ou Saturne, ou Mars, ou par exemple, au coucher du Soleil ou au lever du Soleil très tôt le matin, on peut voir aussi Vénus, qui est toujours pas très loin du Soleil. Mercure est plus difficile à voir à l'œil nu, parce qu'elle est encore plus proche du Soleil. Mais Vénus, on peut la voir très bien le soir ou le matin, dépendamment de la saison. Et donc, comment être capable de se repérer dans le ciel et aussi d'identifier les différents objets célestes, et en particulier également les constellations. Hein? Donc, la plupart des gens sont capables de reconnaître la Grande Ourse. Vous savez, ça ressemble un peu à une espèce de chaudron, là. Donc, vous avez la queue, puis vous avez le manche. Et à partir de du chaudron, qui est une partie de la constellation de la Grande Ourse, on peut facilement trouver, c'est un point de repère, si on vous voulez, on peut facilement trouver le reste ou trouver d'autres constellations. On peut aussi, notamment, très important, repérer l'étoile polaire. Alors, l'étoile polaire est très importante. Pourquoi? Elle s'appelle polaire parce qu'en fait, la Terre tourne sur son axe et l'étoile polaire est alignée carrément, si vous voulez, vis-à-vis de l'axe sur lequel tourne la Terre. Donc, le mouvement apparent des étoiles, lorsqu'on observe les étoiles pour plusieurs heures dans une nuit, en fait, c'est que toutes les constellations, toutes les étoiles vont bouger dans un sens anti-horaire. Ils vont tous tourner autour de l'étoile polaire. Mais en fait, c'est pas les étoiles qui tournent, c'est la Terre qui tourne, c'est nous qui tournons. OK? Donc, mais c'est un mouvement, c'est pour ça qu'on appelle ça un mouvement apparent. Alors, première chose, c'est quand on veut faire une soirée d'observation, surtout en Gaspésie, il faut s'habiller chaudement. Donc, première étape, il faut vraiment... c'est pas une question c'est pas un concours de beauté ou de concours de mode. Mettez vos gants, mettez une tuque, mettez-vous un manteau d'hiver, parce que si vous faites une soirée d'observation et vous voulez persister au-delà de minuit, 1h du matin, vous allez voir que ça peut descendre à 3-4 degrés Celsius facilement en Gaspésie. Surtout le mois d'août, début septembre ou le mois de juin, là, c'est pas même ces temps-ci, là, les nuits ne sont pas très, très chaudes. Hein. Alors, c'est bien important. On s'emmène des chaises, on s'emmène une couverture, un thermos à café avec un bon café chaud, un petit peu de nourriture pour grignoter durant la nuit si on en a besoin. Donc, c'est bien important de planifier ça. Ensuite, évidemment, il faut que le ciel soit propice. Hein. Si vous avez un ciel qui est nuageux,
Il va falloir remettre ça à une autre soirée. Alors, un outil de base qu'on utilise pour nos soirées d'observation à l'œil nu, c'est ce qu'on appelle un cherche-étoile. Alors, un cherche-étoile ici, nous, quand on fait nos soirées d'observation à l'œil nu et aux jumelles, on donne gratuitement à nos participants un petit cherche-étoile en carton. On peut en acheter en magasin des plus élaborés, mais lui, il fait vraiment le travail. Alors, l'idée, c'est que vous avez deux cadrans. Vous avez un cadran en blanc à l'extérieur et vous avez un cadran en noir. Alors, l'idée, c'est d'ajuster l'heure avec la date à laquelle vous observez. Donc, si par exemple, aujourd'hui, on est, je ne sais pas moi, on est le 7 juin, le 6? On est le 6, ouais. Le 6 juin. Donc, par exemple, à 22 h le 6 juin. Donc, j'ai mis le 22 h sur le cadran noir. Je l'ai mis vis-à-vis la date du 6 juin. Et maintenant, sur un cherche-étoile, vous avez en bas, c'est marqué le sud et en haut, le nord. Donc, le truc, c'est que le nord est à peu près dans quelle direction? Je crois que l'est est à peu près par là. Fait que, le nord est par là ou par là? Parce que là, dans le studio, je suis un peu désorienté. Je ne suis pas habitué avec le bâtiment. Mais supposons que le nord est par là. OK? Donc, l'idée, c'est que il faut le mettre au-dessus de notre tête, comme ça. Et le nord du cherche-étoile doit correspondre avec le nord réel, donc du point cardinal. Donc, ça, le trou ici nous permet de voir la région du ciel qui est visible, donc à 10 heures le 6 juin. Donc, le cherche-étoile, en fait, va nous permettre de valider ou de déterminer la zone visible du ciel la nuit à une heure donnée et à une date donnée. La ligne jaune que vous voyez, si on voit un peu sur la caméra, là, la ligne jaune qu'on voit en une espèce de courbe, là, ça s'appelle l'écliptique. En fait, ça correspond au plan solaire. Vous savez, le système solaire, vous avez le Soleil, vous avez les planètes, mais c'est comme une pizza, hein, c'est comme un disque, ou un 33 tours, là, si vous voulez. Ça forme une espèce de grand disque. Hein. Donc, le plan solaire, c'est le plan de la pizza, ou c'est le plan du disque. Mais la Terre, elle, est inclinée de 23 degrés. Donc, le plan solaire, on le voit, c'est comme si on est penché comme ça par rapport au plan solaire. OK? Donc, c'est pour ça que dans le ciel, en fait, vu que la Terre tourne, ben, l'écliptique a fait comme une espèce de courbe comme ça dans le ciel. Et sur cette écliptique-là, sur cette ligne jaune-là, ben, c'est là que vont circuler les planètes. Parce que les planètes sont tous sur le même plan, hein, dans le système solaire. Donc, ils vont tous se promener sur cette ligne jaune-là, dépendamment de la date, de la saison, et dépendamment de l'heure aussi. Et les constellations qui sont proches de l'écliptique, ben, c'est les constellations du zodiaque, qui sont plus familières avec le public à cause de fameux horoscopes et l'astrologie, hein, parce qu'à l'astrologie, historiquement, c'est pas une science, l'astrologie. Mais puis je peux vous rassurer tout de suite, les astres n'ont pas d'influence sur les êtres humains. Mais historiquement, les astronomes, au Moyen Âge et dans l'Antiquité, les astronomes et les astrologues, c'était les mêmes personnes. Donc, ils faisaient des prédictions, puis ils donnaient des conseils aux empereurs ou aux rois sur ce qui allait se passer, etc., en fonction des constellations. Dans le fond, c'était de la foutaise, là, mais bon, ça faisait partie de leur travail. Mais c'est une question de connaissance. À l'époque, on n'avait pas les connaissances qu'il faut pour comprendre tout ça. Alors, les constellations du zodiaque se retrouvent comme, par exemple, les Gémeaux, Sagittaire, Taureau, Lion, etc. Ils sont tous proches de l'écliptique, du plan solaire. Alors ça, c'est le cherche-étoile. Donc ça, c'est quelque chose qu'on explique normalement au début de nos soirées d'animation pour permettre aux gens de se repérer, parce qu'évidemment, le cherche-étoile, on indique la zone, mais il y a le nom décrit des différentes constellations qui sont visibles à ce moment-là. Hein, donc, ça permet de les aider.
Pour aller un peu plus loin, on a ce qu'on appelle des atlas du ciel. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Alors, les atlas du ciel, c'est beaucoup plus détaillé qu'un cherche-étoiles. Et ça fonctionne avec ce qu'on appelle un cadre de référence équatorial. Donc, ça marche avec ce qu'on appelle une ascension droite et une déclinaison. Donc, c'est les coordonnées bidimensionnelles par rapport à la référence, le plan de ce système de référence-là. Le plan, c'est le plan équatorial de la Terre, donc, ou l'équateur céleste, hein, parce que c'est comme, le ciel est comme un dôme qui entoure la Terre, si on veut, au niveau du repérage. Donc, ces cartes-là sont utilisées par les astronomes amateurs. Il y a aussi des petits guides. Celui-là, c'en est un en anglais que j'ai eu. Il y a des petits guides de poche comme ça qui donnent des détails de chacune des constellations, qui disent à quelle saison on peut les voir et quelles sont les étoiles principales qui composent chacune des constellations. Et c'est quoi la distance en années-lumière de ces étoiles-là, etc. Il y a plusieurs choses intéressantes aussi que les gens ne sont pas nécessairement conscients. Toutes les étoiles, essentiellement, que l'on voit dans le ciel, ce sont toutes des étoiles locales qui sont dans la Voie lactée ou très proches de la Voie lactée. À part peut-être la galaxie d'Andromède qu'on peut voir à peine à l'œil nu quand il fait très noir, là. Mais tous les autres objets, c'est essentiellement des objets qui sont dans notre galaxie. Parce que tout ce qui est plus loin à l'extérieur, les autres galaxies, etc., c'est beaucoup trop faible. La lumière est beaucoup trop faible pour qu'on puisse voir ça à l'œil nu. Lorsque le ciel est très noir, comme en Gaspésie, on trouve des endroits très sombres, on peut voir, je dirais, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'étoiles, là, surtout en plein milieu de la nuit, là, après minuit. On peut distinguer très nettement la Voie lactée. La Voie lactée, c'est très intéressant à voir. Alors que si vous êtes dans la région de Montréal, ils peuvent à peine voir une quinzaine ou une vingtaine d'étoiles. Donc, je veux dire, on est très, très choyé à ce niveau-là. Mettons que la pollution lumineuse à Montréal est franchement plus importante aussi. Effectivement, oui, ben c'est ça. Et donc, c'est pour ça aussi que le club travaille à mettre en place une réserve de ciel étoilé en Gaspésie. Où est-ce qu'il n'y aura aucune lumière de ville, on pourrait dire, pour venir gâcher la vue, si on veut. Oui. Bien, c'est difficile de s'imaginer, il y a à peine 100 ans, la qualité du ciel que les gens pouvaient avoir ici en Gaspésie, alors qu'avant l'invention de l'électricité, les gens s'éclairaient aux chandelles ou avec des lampes à l'huile. Il n'y avait pas vraiment les phares de voiture, il n'y avait pas de lampadaires dans les rues. Ça devait être assez extraordinaire de voir le ciel à cette époque-là, ou les Premières Nations aussi à l'époque, hein, il y a plusieurs siècles. Donc, ça se repérait beaucoup. Parce que le ciel, il ne faut pas oublier, c'est un outil très puissant pour la navigation également. On peut assez facilement repérer l'étoile polaire. Donc, à partir de l'étoile polaire, on peut savoir dans quelle direction se trouve le nord. Donc, quand le soleil n'est pas là, c'est sûr que lorsque le soleil est là, on a une petite idée, bon, il se couche à l'ouest, puis il se lève à l'est. Mais ça change un peu selon la saison aussi. Donc, le ciel peut nous donner beaucoup d'informations sur notre position, mais même sur l'heure. Parce qu'en fait, la grande ours, la façon dont elle tourne autour de l'étoile polaire, donc sa position à une date donnée, sa position peut nous donner une indication sur l'heure qu'il est en ce moment à plus ou moins 15 minutes. Donc, j'explique ça aussi des fois là, quand j'ai le temps dans les soirées d'animation. Il y a une petite horloge de la grande ours qu'on peut fabriquer là, avec des cartons de ce genre-là. Ensuite de ça, un autre aspect important pour les soirées d'observation, c'est au niveau de la vision humaine. C'est important de comprendre un peu comment fonctionne notre œil.
Notre œil, en fait, c'est comme un appareil photo. Hein. On capte de la lumière et puis on a au fond une rétine qui est un peu comme la matrice de pixels là, qui va accueillir la lumière. Nous, nos pixels, c'est ce qu'on appelle des bâtonnets qui couvrent le fond de la rétine. Il y a des bâtonnets de type diurne, donc pour la vision de jour. Et ces bâtonnets, il y a 3 types de bâtonnets. Les bâtonnets pour le rouge, pour le bleu et pour le vert, donc RGB. C'est un peu comme les télévisions ou les caméras. Donc ici, dans votre studio, vous avez des caméras RGB. Mais là, ils fonctionnent un peu comme ça également. Mais on a également des bâtonnets qui sont spécifiquement pour la nuit, pour la vision de nuit. Mais eux, ils ne voient pas en couleur. C'est uniquement... ils ont une très grande sensibilité, par contre, pour être capable de fonctionner à faible lumière. C'est pour ça que dans la pénombre, ou quand on n'est pas dans la noirceur absolue, notre œil finit par s'habituer et on arrive à distinguer les choses et à voir quand même la position des choses. Et mais on voit tout en noir et blanc. On n'arrive pas à distinguer les couleurs forcément parce qu'il y a un seul type de bâtonnet pour la vision nocturne. Le problème, c'est que, parce que nous, on est une machine chimique, biologique, c'est que pour que notre œil s'adapte à la vision nocturne, ça peut prendre jusqu'à 15 à 20 minutes là, pour vraiment habituer notre œil à sa pleine capacité, à sa pleine sensibilité, pour voir de la lumière très faible. Donc, pour pouvoir distinguer des étoiles qui sont de faible intensité ou de magnitude élevée, à ce moment-là, il faut être à la noirceur là, depuis 15-20 minutes. Alors, si vous êtes aveuglé par la lumière blanche ou vous allumez votre téléphone intelligent en lumière blanche, etc., vous allez bousiller votre adaptation visuelle et vous allez être obligé de recommencer si vous voulez voir les étoiles correctement la nuit. Donc, c'est une façon de pouvoir se déplacer en pleine nuit et d'être capable de voir nos choses autour sans tomber, sans avoir de danger, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des lumières rouges. Par exemple, ici, j'ai une lumière frontale qu'on va utiliser et qui éclaire en lumière rouge. Je ne sais pas si on le voit bien. Non, sur la table. Sur la table, on voit. Là. Bon, c'est de la lumière qui est uniquement rouge et il y a différents niveaux d'intensité. C'est fabriqué pour les astronomes amateurs. Et la lumière rouge permet de ne pas dégrader justement notre adaptation à la vision nocturne. Okay? Parce que les lumières rouges, c'est des longueurs d'onde qui sont beaucoup moins énergétiques que de la lumière bleue, par exemple. Et donc, ça ne va pas exciter les bâtonnets de la vision diurne. On va être capable de pouvoir continuer à observer les étoiles, donc en mode lumière rouge. Par exemple, pour les téléphones intelligents, parce que c'est difficile pour les gens de rester plus de 10-15 minutes sans regarder leur téléphone intelligent, même durant une soirée d'observation. Donc, c'est possible avec nos téléphones de les mettre en lumière rouge comme ça. Donc, de pouvoir les faire opérer en lumière rouge. Donc, il faut aller dépendamment si vous avez un système d'opération à Apple là, avec iOS ou vous avez plutôt Android. Il faut aller dans les réglages et vous pouvez choisir au niveau de l'affichage, choisir des filtres où il y a un mode nuit, dépendamment des téléphones que vous avez. Mais la plupart des téléphones permettent ça. Et ça vous permet à ce moment-là d'utiliser votre téléphone intelligent durant votre soirée d'observation, voire même d'exploiter, d'utiliser des logiciels qui sont sur votre téléphone, qui vous permettent de donner de l'information détaillée sur les objets que vous regardez. Puis, étant donné que la plupart des téléphones intelligents ont un GPS et des accéléromètres, donc il y a des logiciels qui permettent simplement de pointer le téléphone dans une direction donnée et il va vous indiquer les constellations avec les noms, les étoiles, etc. Donc ça, c'est la version moderne de ce qu'un cherche-étoile fait. Mais si vous n'avez pas de téléphone intelligent ou si vous n'avez pas de réseau, pour une raison quelconque,
Moi, j'aime bien aussi être capable de pouvoir me repérer avec un simple cherche-étoile parce que c'est très léger et ça peut nous dépanner si notre téléphone ne fonctionne pas pour une raison quelconque. J'ai remarqué que tout dépendant du logiciel, il y en a que je pense qu'ils appellent ça je ne sais pas si c'est vision virtuelle ou je ne sais pas trop, mais le fait de pouvoir le pointer dans une direction puis nous dire c'est quoi. Là. Oui, exactement. Et tout dépendant duquel, là, ils sont plus ou moins précis. Le club, on rédige des guides et des fiches techniques pour les membres. Et j'ai rédigé il n'y a pas longtemps une fiche spécialement sur les différents logiciels pour les téléphones intelligents dédiés à l'astronomie et à l'observation. Donc, il y a Starwalk, par exemple, il y a Sky Safari, il y en a plusieurs, là, Stellarium, il y en a. Et la plupart, c'est ça, il s'agit simplement, il y a un mode, on pointe le iPhone dans une direction donnée, puis on va voir sur le téléphone les constellations, les planètes, dans la direction qu'on va pointer. Donc, au moment et à la journée. Donc, ce qu'on va voir sur le téléphone, c'est ce qui est visible dans le ciel à ce moment-là. Évidemment, il faut que, par exemple, si vous avez, mettons, c'est l'heure avancée, puis que là, votre téléphone n'est pas réglé à bonne heure, ben là, ou si votre GPS ne fonctionne pas sur votre téléphone, puis il pense que vous êtes à Montréal alors que vous êtes en Gaspésie, ben là, c'est sûr que vous ne serez pas à la même latitude, donc les astres ne seront pas à bonne position, là. Mais si votre GPS fonctionne, puis si vous avez la bonne heure locale, à ce moment-là, vous devriez voir les bonnes étoiles. C'est sûr qu'il faut faire attention, surtout ici. Là, les cellulaires ont la fâcheuse habitude de prendre l'antenne relais qui est au Nouveau-Brunswick des fois, parce qu'on peut voir que l'heure, admettons qu'il se pose être minuit, il ne sera pas minuit, il va nous indiquer une heure. Donc, j'ai remarqué que par ici, là, des fois, il va aller capter ça, je ne sais pas pourquoi. Mais... À ce moment-là, ça peut causer un problème. Il faut s'assurer d'être à la bonne heure pour utiliser ce genre de logiciel-là. Puis ce qui est le fun aussi avec ces logiciels-là, c'est que on peut prévoir, en tout cas, je ne sais pas si la majorité le font, mais il y en a qui le font, c'est qu'on peut voir à telle date, telle heure, où va se trouver. Si, par exemple, on veut photographier la Lune à un certain endroit, ben, on peut voir à quel endroit il va être à telle heure. Comme par exemple pour l'éclipse lunaire qu'on a manqué à cause de la couverture nuageuse, ben, c'était pas... Ouais. On devait tous se donner rendez-vous. On s'était tous donné rendez-vous à la Pointe Saint-Pierre, d'ailleurs, pour cette soirée-là, mais on espérait jusqu'à la dernière minute, parce qu'il faisait beau dans la journée. Les nuages sont arrivés vers 6 heures le soir, puis là, ça a bousillé le reste. Puis l'éclipse était, je crois, à 10h30 le soir, donc on l'a manqué. Mais bon, on pouvait la voir sur YouTube, là, mais d'ailleurs, mais c'est de valeur. Mais les étoiles, voyons, les éclipses de lune totales, il y en a quand même plus souvent que les éclipses totales de soleil, qui, eux, sont assez rares. D'ailleurs, on en a une qui va avoir lieu le 8 avril 2024 au Québec, mais malheureusement, elle va être partielle en Gaspésie, mais elle va être totale au sud du Québec, là, dans la région de l'Estrie, Sherbrooke. On va peut-être organiser quelque chose là, pour que des Gaspésiens puissent descendre là-bas pour voir l'éclipse totale du Soleil, parce que ça permet de voir la chronosphère, la couronne solaire, et puis de voir quelque chose qui habituellement n'est pas visible. Une chose qu'il faut faire très attention en astronomie en passant, en parlant de Soleil, c'est il ne faut jamais regarder le Soleil à l'œil nu ou avec des jumelles ou avec des télescopes sans aucune protection. Vous pouvez facilement devenir aveugle si vous ne faites pas attention. Donc, ne jamais regarder directement le Soleil sous aucun prétexte. On a des lunettes de protection pour regarder des éclipses solaires. On a des filtres aussi qu'on peut installer sur nos télescopes ou sur nos jumelles de façon à être sécuritaire. Il faut faire attention lorsqu'on est avec des enfants aussi là, pour s'assurer qu'ils soient bien conscients de ne pas regarder le soleil directement avec leurs yeux. Sans ça, ça peut causer des dommages. Alors, ça, c'est quelque chose d'important.
Parce que tu me disais tout à l'heure, justement, que ça arrive à chaque année, pas à chaque année, mais à chaque fois qu'il y a une éclipse solaire. Ah oui, malheureusement, quand il y a une éclipse totale de soleil, quelque part sur la planète, là, il y a toujours des individus là, qui ont endommagé leur vision, leur vue, leurs yeux, parce qu'ils ont abusé, là, ils ont regardé le soleil trop fixement. Dans la prochaine émission, la suite de cette entrevue portera sur l'équipement pour l'observation des étoiles. Mon milieu, mes services vous a été présenté par la Ville de Grande-Rivière. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés seront vos conseillers pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310.